29 avril 1972. Dans 10 jours exactement, je vais atteindre 16 ans. Je commence à avoir un esprit de discernement sur les affaires qui se passent dans mon pays. Je suis au petit séminaire de Mugera, sur le point d'achever ma 3e année de l'enseignement secondaire. Près de 3 mois avant, j'ai assisté à une scène dans le réfectoire du séminaire. Un jeune élève, sur le point d'obtenir son diplôme des humanités, a l'audace de jeter par terre le portrait du président Michel Micombero. Il est révolté par les condamnations à mort d'une dizaine de leaders politiques et militaires dits Abatutsi Banyaruguru. Quelques semaines plus tard, leurs condamnations sont commuées par une grâce présidentielle à des peines à perpétuité. C'est le soulagement dans les milieux Tutsi. Quant aux Bahutu, ils sont convaincus que le président Michel Micombero pratique le 2 poids 2 mesures. Car 3 années avant, les 21 et 22 octobre 1969, il a envoyé au poteau d'exécution 23 personnalités politiques et militaires Bahutu accusées d'un projet de coup d'État contre la même République du même président Michel Micombero. Ce qui se passe depuis le 29 avril 1972 et qui dure 3 mois, en même temps que ces prolongements vont jusqu'au milieu de l'année 1973 et même sous la Deuxième République et les années qui ont suivi, bouleverse la communauté nationale. Là où je suis, au petit séminaire de Mugera, nous entendons chaque soir, pendant plusieurs semaines, au cours des mois de mai et juin, des coups de feu qui crépitent dans la zone de confluence des 2 principaux cours d'eau du pays, la Ruvubu et la Ruvyironza. Ce sont des citoyens Bahutu, généralement parmi les élites et les notables, qui sont en train d'être massacrés par des soldats de l'armée gouvernementale. Le 25 mai 1972, la radio nationale fait le point sur ces événements. Une rébellion de 25 000 hommes est accusée d'avoir attaqué au sud-ouest du pays et d'avoir cherché, je cite, à exterminer les Batutsi. Fin de citation. En même temps que la radio nationale affirme que ces rebelles, je cite encore, ont été vite taillés en pièces, fin de citation, il est fait état, toujours par le pouvoir de connexion de la rébellion au sein de l'État et à travers tout le pays. Des arrestations suivies d'exécutions aussi massives que sommaires sont opérées au sein du groupe ethnique des Bahutu. Selon les témoignages, elles emportent entre 100 000 et 300 000 personnes. Un nombre plus ou moins équivalent se réfugie dans les pays voisins, le Rwanda, la Tanzanie et le Zaïre, actuellement République démocratique du Congo.
Que s'est-il passé exactement pendant ces 3 mois? En me replongeant dans le passé de mon pays, sur base de lectures faites depuis 4 décennies, je constate aujourd'hui que 1972 est l'aboutissement d'un processus qui remonte loin. Selon le professeur René Romarchand, il y a eu en 1972, et je le cite, un génocide des Hutus par des éléments Tutsis, fin de citation. Mais, s'interroge-t-il, et je le cite encore, comment ignorer les centaines, peut-être les milliers de Tutsis massacrés par les insurgés? Et comment ne pas mettre cette insurrection dans le contexte des répressions qui se sont abattues sur les élites Hutus en 1965 et en 1969, et de la politique d'exclusion plus ou moins systématique pratiquée par le gouvernement du président Michel Micombero, fin de citation. On constate d'autre part que certains facteurs ayant conduit en 1972 sont identifiables dans la gestion du pays par la dynastie à la tête du royaume du Burundi depuis sa fondation jusqu'à l'intrusion coloniale. Aussi, 1972 ne peut pas être compris sans relater ce qui s'est passé depuis les années 1950, elle-même difficile à comprendre si on n'interroge pas les décennies qui ont précédé, donc la période coloniale et la pénétration missionnaire. Non plus, 1972 n'est pas la conséquence des seules pratiques coloniales. Il relève d'une stratégie pensée et mise en œuvre par le système politique qui s'installe au Burundi au lendemain de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, plus particulièrement depuis le coup d'État du 28 novembre 1966. Quand à la fin du XIXe siècle, les forces étrangères pénètrent au Burundi et retrouvent une société bien organisée. À sa tête se trouve une aristocratie, celle des Baganois. Le royaume du Burundi se développe également dans un ensemble régional marqué par une rivalité entre le Burundi et son frère jumeau, le royaume du Rwanda. La dynastie qui dirige le Burundi au moment de la pénétration coloniale est aussi traversée par des crises internes. Vous avez entendu parler des rivalités entre les Bézi et les Batare, que colonisateurs, allemands d'abord, puis belges, exploitent à leur faveur sans scrupule pour asseoir leur mainmise sur le Burundi. Toutefois, ni les Allemands, ni les Belges n'ont créé les contradictions basées sur les pseudo-ethnies, celles des Bahutu, des Batutsi et des Batwa, qui ont ravagé le Burundi au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Ils les ont trouvés là. Ce qu'on peut leur reprocher est qu'au lieu de les résoudre, donc résoudre les inégalités trouvées dans la société burundaise, ils les ont exacerbées afin de bien s'en servir pour asseoir
leur hégémonie sur le Burundi. Ainsi, de 1896 à 1945, la colonisation s'emploie à saper les bases de la monarchie burundaise. Les approches de l'ethnologue allemand Hans Meyer et les pratiques du résident belge Pierre Lickmans servent alors beaucoup pour la réforme administrative qu'opère le mandat belge de 1929 à 1933. Cette réforme se clôture par l'élimination totale des Bahutus des sphères de l'administration où il n'était du reste qu'une infime minorité. Au cours de cette période, la saga de Kirima et les révoltes de Runyota Kanyarufunzo et d'Inamujandi véhiculent des contradictions politiques et sociales dans lesquelles se décèlent des aspects ethniques. En 1933, l'administration belge achève la réforme administrative dans le Rwanda-Burundi. En même temps, la Deuxième Guerre mondiale gronde. Le Burundi y est impliqué. Au sortir de cette guerre, l'Organisation des Nations Unies succède à la Société des Nations. Elle pousse la Belgique, à laquelle la Société des Nations d'abord, l'Organisation des Nations Unies ensuite, ont confié le mandat, puis la tutelle sur le Burundi, à octroyer plus d'autonomie au pays en vue de le conduire, en définitive, à l'indépendance. En même temps, au Burundi comme au Rwanda, l'Église catholique révise sa stratégie. Elle entend désormais s'investir à la faveur des plus déshérités, je le mets entre guillemets, des plus déshérités du pays, donc, dans son entendement, les Bahutus, dont le peu d'éléments présents dans l'administration viennent d'être totalement chassés entre 1929 et 1933. C'est dans cet environnement que des partis politiques commencent à voir le jour dès le milieu des années 1950. Les plus influents parmi eux ont à leur tête des leaders provenant de l'aristocratie des Baganois. Fondamentalement, ces partis se distinguent par le débat qui se mène entre eux pour une indépendance immédiate ou pour une indépendance soigneusement préparée, donc dans l'entendement de ce qu'ils préconisent, une indépendance précédée par une période de démocratisation. Le recouvrement de la souveraineté nationale, le 1er juillet 1962, se fait dans la douleur. Il est obscurci par l'assassinat du prince Louis Rwagasore le 13 octobre 1961, exactement à 9 mois de la fin de la colonisation belge. Puis, moins de 2 mois après ce recouvrement de la souveraineté nationale, le Burundi est confronté à des luttes d'influence en rapport avec le déploiement des élites du parti UPRONA dans l'État et le parti lui-même. L'aspect le plus critique est vécu à travers le blocage d'un leader issu du groupe ethnique des Bahutus, Paul Mirerekano, dans sa quête de la présidence du parti UPRONA. Il la croyait pourtant acquise,
au vu du soutien que le prince Louis Rwagasore lui avait garanti avant son assassinat. La crise qui suit est longue. Elle va se conclure dans le sang, à travers des projets de coup d'État, des projets ou des tentatives de coup d'État, dans lesquels sont engagés des officiers de l'armée et de la gendarmerie. Un projet de coup d'État prévu pour le 11 octobre 1965 et attribué à des officiers Batutsi et envoyé à plus tard in extremis. Une semaine plus tard, le 18 octobre 1965, une autre tentative est enclenchée, cette fois-ci par des leaders politiques et militaires issus du groupe des Bahutu. La tentative intervient à la suite de l'impossibilité pour le Mwami Mwambutsa de désigner un Premier ministre issu de la majorité parlementaire qui s'est dégagée suite aux élections du 2 mai 1965. Le Mwami ne parvient pas à trouver une personnalité qui soit une véritable synthèse entre cette majorité politique autour du parti Iprona et la volonté des élus Bahutu de ce parti et du parti du peuple d'avoir un Premier ministre issu de leur groupe ethnique. Le Mwami Mwambutsa nomme Léopold Bihumugani, qui n'est ni de l'Iprona, ni du PP, et qui n'appartient pas au groupe ethnique des Bahutu. Il ressort de l'aristocratie des Baganois. L'événement constitue la goutte d'eau qui fait déborder le vase et conduit à la tentative de coup d'État du 18 octobre 1965, laquelle échoue. Mais la monarchie ne s'en tirera pas. Lors de la répression de cette tentative, le capitaine Michel Michombero et les amis avec lesquels il dominera la scène politique burundaise pendant une dizaine d'années sortent leurs griffes. Alors qu'il n'est qu'un secrétaire d'État à l'armée, il prend la décision de suspendre tous les ministres de leurs fonctions. C'est un véritable coup d'État qu'il opère. Les élus du 10 mai 1965, issus du groupe ethnique des Bahutu, sont décimés. Ceux qui échappent à la mort sont contraints au silence ou à l'exil pour l'un ou l'autre qui y parvient. C'est le début de l'installation d'un système qui, le 28 novembre 1966, s'empare totalement de l'État et instaure le régime le plus abject de l'histoire du Burundi, un régime qui dure 10 ans, de 1966 à 1976. L'appétit du pouvoir du jeune prince Charles Ndizeye constitue alors une véritable aubaine pour le trio Michombero Ndiruhama Sibananiye qui parachève sa stratégie par une prise totale du pouvoir à travers la proclamation de la République. Ils mettent en avant Charles Ndizeye pour saper définitivement l'autorité de son père, le Mwami Mwambutsa IV, qui vit en Suisse depuis la tentative de coup d'État du 18 octobre 1965. Quelques mois après son intronisation, le Mwami Charles Ndizeye
et renversé. Mais la République, à peine proclamée, ne fait qu'accélérer la descente du pays aux enfers. Cette République est marquée par le génocide des Bahutus du Burundi de 1972. Ce crime constitue l'aboutissement tragique de 5 années d'oppressement d'une république militaire à peine instaurée. L'oligarchie Hima, je le mets entre guillemets, provenant du sud du pays, s'impose dès ses débuts par des purges, la plupart des fois sanglantes, de ses concurrents pour le pouvoir. Dans un premier temps, cela se constate à travers l'exécution de plusieurs responsables politiques et militaires du groupe ethnique des Bahutus suite à un projet de coup d'État inventé en 1969. Dans un deuxième temps, il se manifeste dans la condamnation à mort de leaders politiques et militaires dits Abatutsi Banyaruguru, commués en détention à perpétuité au début de l'année 1972. Et aussi sont accusés d'un projet de coup d'État contre le même président Michel Micombero. Puis rapidement est entrepris le rapatriement forcé de l'ex-Mwami Charles Ndizeye qui vit en Europe depuis son renversement du pouvoir le 28 novembre 1966. Parmi les conséquences de la politique basée sur l'exclusion ethnique et régionaliste que pratique le pouvoir du président Michel Micombero se trouve la naissance en 1969 d'une rébellion. Ses membres sont issus du groupe ethnique des Bahutus. Née d'elle-même ou manipulée, cette rébellion a commis des actes criminels dont les victimes provenaient du groupe ethnique des Bahutus. Mais elle n'épargnait pas non plus les Bahutus qui n'épousaient pas sa cause ou ses démarches. D'autre part, jusqu'à aujourd'hui, de nombreuses zones d'ombre planent sur les véritables commanditaires de cette rébellion et son implication dans une grave crise humanitaire, politique et sociale qui a suivi son éruption. Elle passe à l'attaque le 29 avril 1972 et fait entre 1000 et 3000 victimes issues du groupe ethnique des Batutsi dans la province de Bururi et dans quelques communes de celle de Bujumbura. L'État du Burundi, entre les mains d'un groupe de leaders guidés par une volonté de revanche par rapport aux exclusions dont leur groupe clanique, les Bahima, a été victime dans le Burundi précolonial, commet alors des crimes abominables. Il tue des Baganois et des Batutsi que cette oligarchie considérait comme responsables de ces exclusions. Mais cet État va plus loin dans le crime. Un génocide, le tout premier en Afrique, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, est commis. Le génocide des Bahutus du Burundi de 1972. Il emporte des centaines de milliers de Bahutus et contraint d'autres à se réfugier dans les pays voisins. L'omerta savamment entretenu sur ce sombre passé pendant près d'un demi-siècle constitue un véritable aveu pour cette oligarchie qui a continué à contrôler d'une main de fer
le pouvoir jusqu'en 1993. Il est temps que les événements vécus du 29 avril à la fin du mois de juillet 1972 soient qualifiés. Les références faites au droit national et international en ce qui concerne le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Des stratégies doivent être élaborées et appliquées pour honorer toutes les victimes et conjurer à jamais des crimes de cet acabit. Une véritable réconciliation nationale, ciment d'une paix durable et facteur d'une stabilité politique réelle et convaincante, exige que tout soit démêlé autour de ce qui s'est passé au Burundi du 29 avril au 31 juillet 1972. Les prolongements de ces événements ont été vécus en 1973 et au-delà, particulièrement sous la Deuxième République du colonel Jean-Baptiste Bagaza. Depuis plusieurs années, la Commission Vérité et Réconciliation est à l'œuvre. Elle a le devoir de dire au Burundi et au monde la réalité sur le drame vécu par le pays au cours de cette période. Les conférences que je vais animer ont la modeste ambition d'appuyer cette commission dans sa recherche de la vérité sur les épreuves vécues par le pays pendant plus d'un demi-siècle, ainsi que l'explication la plus objective possible à leur donner. Je me suis dessiné la trame des faits et gestes qui ont conduit à ce que les pseudo-ethnies finissent par avoir une si grande place dans la vie sociale et politique du Burundi. Les prétendus groupes ethniques ne se sont jamais opposés d'eux-mêmes. Toutes les crises, dont le génocide des Bahutus du Burundi de 1972 et les autres crimes contre l'humanité qui l'ont précédé ou accompagné, sont le fait d'hommes politiques sans foi ni loi qui, pour leurs seuls intérêts, manipulent ses appartenances ethniques jusqu'à commettre l'irréparable. Tout se joue entre des clans politiques qui se disputent le contrôle de l'État. Ceux qui les animent savent ce qu'ils en tirent. Quand ils ont ce pouvoir, ils ne se gênent pas de reproduire les pratiques hérétiques de ceux qui les profandaient hier. Le 29 avril 2022, un demi-siècle sera passé après le génocide des Bahutus du Burundi de 1972 et les crimes contre l'humanité dont des Burundis du groupe ethnique des Batutsi ont été victimes. Cette catastrophe nationale aura-t-elle été enfin traitée de manière conséquente pour qu'elle ne continue plus à envenimer la vie politique, sociale et communautaire burundaise? Les silences, les non-dits, les manipulations, les dissimulations sur cette question doivent cesser. La justice par la vérité crue sur les faits doit être rendue à toutes les victimes. Non seulement celles du crime d'État commis par le pouvoir d'alors contre les élites et notables du groupe ethnique des Bahutus, mais aussi celles de la barbarie dont la rébellion qui a sévi au sud-ouest du pays a été responsable à l'endroit de Burundi
issus du groupe ethnique des Batutsi. L'État génocidaire du président Michel Micombero et l'équipe avec laquelle il gère le pays doivent être désormais pointés du doigt, sans hésitation et sans tergiversation, comme les responsables au premier plan de cette catastrophe nationale. C'est lui qui a mis en place une politique d'exclusion qui a conduit à la naissance de la rébellion du Parti populaire burundais, le PPB, l'a légitimée et manipulée pour la transformer en un véritable outil au service de sa stratégie génocidaire. Comme Adolf Hitler et son régime nazi, le pouvoir du président Michel Micombero et ses sbires ont planifié une politique de revanche dont les victimes visées n'avaient aucune responsabilité dans les brimades dont les Barundi issus du clan de Bahima ont été victimes pendant la période précoloniale. Dans l'État, au cœur de ces dérapages, et qui était dirigé par le président Michel Micombero, agissait un noyau de ténors. Artemo Sibananiye, Albert Shibura, André Yanda, Thomas Ndabemeye, Bernard Bizindazi, Joseph Gouri, Sylvain Nzohabonayo, Jean-Baptiste Bagaza. Ce sont eux. Et bien sûr, des subalternes allant de l'échelon national à la colline ou au quartier qui ont prétendu avoir agi pour contrer ce qu'ils ont appelé, je le cite, un génocide des Tutsis évité de justesse. Fin de citation. Les massacres dont les Batutsis ont été victimes dans le sud-ouest du pays ont été mis sur le dos d'une rébellion sur laquelle persistent jusqu'à aujourd'hui de nombreuses zones d'ombre. Au prime abord, on peut dire que ce génocide des Batutsis évité de justesse aurait été une réalité si cette rébellion avait pu s'emparer de l'État. Mais la dite rébellion n'en était pas du tout capable. Elle était une sorte d'épouvantail, malheureusement meurtrier, que le président Micombero et ses collaborateurs ont laissé naître et s'agiter et qu'ils ont manipulé pour se donner l'occasion de réaliser leur solution finale. Cette perspective, l'entrée dans un plan que les tenants du pouvoir conquis par le coup d'État du 28 novembre 1966 avaient depuis qu'ils étaient partis à l'assaut de la vieille monarchie burundaise. Pour bien préparer le génocide des Bahutu du Burundi de 1972, le président Michel Micombero et son équipe ont d'abord, depuis 1965 jusqu'à 1971, épuré l'État de tous les éléments provenant de leur groupe cible, particulièrement celui des Bahutu, qui pouvaient menacer leur pouvoir. Des arrestations, des condamnations à mort d'Olivo Bahutu vite exécutées, des mises en garde suffisamment musclées contre les monarchistes, en fait les Baganois, et des élites politiques et militaires, Tutsi, c'est là qu'on appelle Banyaruguru, ont précédé le génocide des Bahutu du Burundi de 1972. Cela a été vécu à travers la conception et la supervision par le capitaine Michel Micombero et Artemo Sibananiye du début d'éradication des élites issues du groupe ethnique des Bahutu suite à la tentative de coup d'État Hutu du 18 octobre 1965.
la stratégie s'est poursuivie dans la répression des projets de coup d'État dénoncés par le pouvoir en septembre 1969 et en avril 1971. Ces projets ont été respectivement mis sur le dos d'hommes politiques et militaires, d'abord issus du groupe ethnique des Bahutu et ensuite du groupe de Batutsi dit Banyaruguru. Les projets de coup d'État dénoncés étaient tous précédés par des rumeurs savamment distillées, propagées au moins une année avant les arrestations, les procès, les condamnations et enfin l'emprisonnement ou l'exécution des condamnés ou des accusés. C'est donc une exigence pour l'ensemble de la communauté nationale de reconnaître la responsabilité première de l'État burundais et des hommes qui le géraient dans les drames que le pays a vécu de 1965 à 1972. Cet État a pratiqué une politique délibérée d'exclusion sur base d'appartenance à des groupes ethniques différents. C'est la politique divisionniste et les exclusions qui caractérisaient cet État qui ont été à la base de la naissance de la rébellion, responsables de crimes odieux commis contre les Barundi du groupe ethnique des Batutsi. Les pratiques divisionnistes de l'État du Burundi dirigé par le président Micombero, combinées avec les pratiques coloniales et l'impact de la révolution sociale de 1959 au Rwanda, ont travesti la vie politique nationale. Et les ont conduits à la naissance d'organisations d'opposition prétendant agir au nom du groupe ethnique des Bahutu qui ont voulu pratiquer un ethnisme à rebours. La rébellion de 1972 s'est nourrie de l'idéologie et des hommes issus d'organisations politiques qui se définissaient comme défenseurs du petit peuple. Leur faute n'a pas été d'avoir pensé à relever le petit peuple, mais plutôt à croire qu'il fallait le faire en répondant à l'exclusion par l'exclusion, y compris en recourant à des violences à caractère ethnique. Mais il faut bien desserrer les manœuvres et les subtilités politiques des pouvoirs issus du coup d'État du 28 novembre 1966. Il a cherché cette rébellion et l'a manipulée. C'était pour s'offrir une occasion pour mettre à exécution sa solution finale, donc mettre fin pour au moins un quart de siècle par un meurtre de masse aux ambitions légitimes des élites Hutus qui, depuis l'indépendance, n'ont cessé de revendiquer leur droit au soleil. Face au calvaire que vivait alors le peuple burundais, la communauté internationale a été défaillante. L'Organisation de l'Unité africaine et les Nations unies étaient comme tétanisées. Les États membres du Conseil de sécurité, particulièrement les membres permanents, se sont murés dans un silence déroutant. Certains d'entre eux ont même affiché des comportements qui paraissaient favorables au pouvoir génocidaire du président Michel Micombero, dont les actes génocidaires étaient pourtant régulièrement reportés par leur mission diplomatique ici à Bujumbura. Aujourd'hui, le leadership burundais dans tous les secteurs de la vie nationale, mais prioritairement au niveau des acteurs politiques,
doit tout mettre en œuvre pour une lecture commune, donc nationale, du sombre passé vécu pendant plus d'un siècle qui a conduit jusqu'au génocide des Bahutus du Burundi de 1972. Cela a des exigences. La première exigence concerne l'ensemble de la communauté nationale. Elle doit reconnaître toutes les souffrances endurées au cours des événements de 1972 par différentes composantes du peuple burundais. Des Burundais, des Barundi, issus de ces différentes composantes, ont été victimes des comportements dictatoriaux, totalitaires et criminels des détenteurs et gestionnaires de l'État génocidaire à la tête duquel se trouvait le président Michel Micombero. Des citoyens burundais étiquetés de monarchistes, en fait des Baganois, des Batutsi, non issus de ce que certains considéraient alors comme, je cite ici, comme la belle province de Bururi, fin de citation, et les Bahutus ont été tous victimes de la République génocidaire du président Michel Micombero, selon des intensités, des degrés et bien sûr des proportions extrêmement différentes. L'ensemble du peuple burundais doit notamment, dont notamment les Barundi issus du groupe ethnique des Bahutus, doit reconnaître que dans le sud-ouest du pays, dans les actuelles provinces de Bururi, Makamba et Rumonge, et dans certaines communes de la province actuelle de Bujumbura, des Batutsi ont été, en 1972, victimes d'une rébellion. À tort ou à raison, cette rébellion se réclamait d'une cause Hutu. Elle a tué des Barundi uniquement parce qu'ils étaient des Batutsi, des pères de famille ont été tués, les femmes, donc les mères, devenant ainsi contraintes à élever seules leurs enfants, sans aucun soutien palpable de l'État, qui pourtant se réclamait de la cause Tutsi. Les familles victimes de cette situation ont droit à une compassion nationale à travers d'abord une reconnaissance des souffrances qu'elles ont endurées. De même, l'ensemble du peuple burundais doit reconnaître que le pouvoir issu du coup d'État du 28 novembre 1966 est responsable d'un génocide des Bahutus du Burundi en 1972. Ceci est davantage exigé du côté des Barundi issus du groupe ethnique des Batutsi. Certains de leurs leaders se complaisent depuis plusieurs décennies dans l'utilisation de l'expression, je ne fais que les citer, les pressions disproportionnées. Fin de citation. Quand ils qualifient le calvaire que l'État a fait endurer au Barundi du groupe ethnique des Bahutus. Cette expression doit être définitivement rayée du vocabulaire utilisé quand on décrit les massacres dont le groupe ethnique des Bahutus a été victime du 29 avril au mois de juillet 1972 et même au cours de l'année 1973. Ne pas le reconnaître comme tel revient à se complaire dans le déni, donc dans la négation d'événements et de faits têtus
qui ont marqué des générations entières et dont les impacts négatifs pèsent toujours sur la société burundaise. Il est du devoir de chaque Murundi d'être compatissant en reconnaissant la gravité de ce que certains se limitent à qualifier d'événement au lieu de le désigner par son nom propre, le génocide des Bahutu du Burundi de 1972. Ce génocide a produit de graves conséquences dans la vie de familles des victimes, massacrées, mais également dans celle de l'ensemble du groupe ethnique des Bahutu. Outre les exclusions politiques et sociales qui ont été vécues pendant plusieurs décennies, il y a eu de multiples autres épreuves et humiliations des veuves privées de leur mari et des enfants qui ont vécu sans accompagnement de leur père. Ce génocide doit être en conséquence reconnu par le peuple et l'État du Burundi, et les Burundis doivent en analyser objectivement les origines, les manifestations et les conséquences. La deuxième exigence à laquelle la communauté nationale doit s'astreindre est relative à une approche objective des responsabilités extérieures dans le génocide des Bahutu du Burundi de 1972. Les événements qui ont précédé et les conséquences qu'il a provoquées au Burundi. Il y a d'abord le passé colonial. Les actions et comportements du protectorat allemand et du mandat et de la tutelle belge ont profondément déstructuré la société burundaise. La colonisation a analysé et géré le Burundi comme un amas de races, entendez par là d'ethnie, plus différentes que proches les unes des autres, alors qu'elles avaient ensemble, bien sûr avec des hauts et des bas, bâti un État-nation solide. Pour asseoir leur pouvoir, les colonisateurs se sont appuyés sur des Barundis, particulièrement issus de l'aristocratie des Baganois et du groupe ethnique des Batutsi. Peu d'entre eux ont osé dénoncer et s'opposer aux pratiques coloniales qui rabaissaient des frères issus d'un autre groupe ethnique, celui des Bahutu, à des citoyens de second plan. Voilà pourquoi il est plus que temps que le Burundi, l'Allemagne et la Belgique soldent dans l'honneur, la dignité, la responsabilité et la solidarité les pages sombres de l'histoire commune qu'ils partagent depuis la fin du XIXe siècle. La période de 1896-1945 a été marquée par des pratiques coloniales qui sont caractérisées par une marginalisation des Barundi du groupe ethnique des Bahutu dans les structures de l'État. Cette situation a été poussée à l'extrême par la réforme administrative opérée par le mandat belge entre 1929 et 1933. C'est un passé que les trois pays doivent aujourd'hui aborder ensemble, autant dans son déroulement qu'en ce qui concerne ses conséquences et les réponses à y apporter. Le Burundi et la Belgique doivent également aborder ensemble l'histoire de l'assassinat du prince Rugwa Gasore. On connaît la volonté et l'engagement de cette personnalité pour un Burundi de paix, uni et prospère. Il est très difficile de ne pas impliquer la tutelle et l'État belge lui-même au service duquel cette tutelle agissait dans la conception de l'assassinat du prince Rugwa Gasore. L'identification des responsabilités de la Belgique dans l'assassinat du héros de l'indépendance nationale pourrait constituer une étape pour la relance des coopérations appelées à se renforcer et à durer entre le Burundi et la Belgique en surmontant toujours les épreuves du temps. L'Allemagne, la Belgique, la France, les États-Unis d'Amérique, le Vatican,
la Chine et l'ancienne URSS sont souvent cités comme ayant joué des absents au moment où le pouvoir du président Michel Micombero soumettait le peuple burundais au calvaire génocidaire de 1972. À leur décharge, on peut dire qu'ils ont manqué de partenaires politiques, moraux et civils burundais suffisamment engagés et mobilisateurs pour une ferme condamnation de ce régime génocidaire. L'élite au sein de laquelle une initiative du genre aurait pu voir le jour avait été décimée. Toutefois, s'être limité à des rapports, du reste pour la plupart gardés jusqu'à aujourd'hui secrets, ou à des déclarations où certes le terme génocide était utilisé, ne suffisait pas. Il fallait aller plus loin en portant la question devant les instances internationales habilitées. Aujourd'hui, que les Burundis sont engagés dans une dynamique de réconciliation nationale par la vérité sur le passé douloureux du pays, le concours de ces pays est très nécessaire. Ils peuvent faciliter l'accès à leurs archives, ce qui aiderait à bien comprendre certains aspects du passé du Burundi au cours de la période pendant laquelle s'est tramé le processus qui a conduit jusqu'au génocide des Bahutus du Burundi de 1972, mais aussi au génocide lui-même. Ces pays devraient également se comporter en soutien du Burundi pour une rapide reconnaissance par les instances habilitées des Nations Unies du génocide des Bahutus du Burundi de 1972 et des autres crimes contre l'humanité et de guerre commis par le pouvoir en place au Burundi de 1966 à 1976. Aussi, ces pays sont appelés à financer, bien sûr, sur demande du gouvernement du Burundi, les activités organisées dans le cadre de la quête de la vérité sur le passé et dans la réalisation de programmes de réconciliation que définira la commission Vérité et Réconciliation. Demain, il sera nécessaire d'ériger des monuments dignes pour honorer les victimes des tragédies de 1972. En appui de ces pays pourra être sollicité pour l'entretien d'une mémoire vigilante des Burundis et de leurs amis pour que les situations que le pays a connues de 1965 à 1972 ne se reproduisent plus. Mais aussi et surtout, des mécanismes de réparation centrés sur une politique nationale de développement économique et social à la faveur de l'ensemble du peuple burundais pourront être explorés et décidés. Après la puissance coloniale, il y a l'Union africaine. Elle a hérité de l'Organisation de l'Unité africaine. Pendant le génocide des Bahutus du Burundi de 1972, l'Organisation de l'Unité africaine s'est montrée solidaire du président Michel Micombero. Cela s'est manifesté dans le comportement du secrétaire général de l'OIA à l'époque, mais également à travers les conclusions de la conférence des ministres tenue à Rabat. Au moment où l'État burundais soumettait une des composantes du peuple burundais, les Bahutus, à une politique génocidaire qui a emporté des centaines de milliers d'entre eux, ces comportements n'ont pas du tout été réconfortants à l'endroit des Burundis du groupe ethnique des Bahutus. Une troisième exigence très fondamentale vient aux filles, fils et petits-fils, aux petites filles des auteurs, mais aussi des victimes du génocide des Bahutus du Burundi de 1972 et des crimes contre l'humanité dont des Batutsis ont été victimes. Ils doivent être les vecteurs les plus engagés pour la réconciliation nationale. Jusqu'à aujourd'hui, un déni quasi absolu persiste chez certains membres du groupe ethnique des Batutsis vis-à-vis du génocide des Bahutus du Burundi
de 1972. Du côté du groupe ethnique des Bahutu, on en trouve qui se contentent d'offrir de ce génocide une exploitation pour des intérêts étroits, en même temps qu'ils passent sous silence les crimes contre l'humanité commis contre des Batutsi par la rébellion, mais aussi par des commis de l'État. La réconciliation nationale exige une vérité sans phare sur tous les aspects des événements de 1972. Et elle exige des leaders politiques d'aujourd'hui de prendre les devants et initier des programmes qui redressent et les confortent tous les esprits blessés qu'on trouve dans tous les groupes ethniques qui composent le Burundi. Et elle exige même que l'on pense à sauver ceux qui ont été à l'origine du drame vécu par le pays, ou certains de leurs successions politiques qui persistent et s'enfoncent malheureusement dans des comportements de déni continu. Je conclus. Le Burundi a besoin d'une vérité libératrice de son peuple dans son ensemble. Cela doit être fait, ni pour se bloquer, et surtout pas pour se nourrir de quelconque sentiment revanchard. Au Burundi, aucun groupe ethnique ne s'est organisé en tant que tel pour nuire à l'autre. Les fautes reviennent à l'État et aux groupes, du reste très restreint, qui s'en sont emparés, malheureusement pour des causes destructrices. En reconstruisant ce qu'ils ont détruit, les Burundis doivent aujourd'hui s'assurer du succès en s'astreignant d'une manière vraiment volontariste, mais surtout avec conviction, à le faire ensemble, dans la confiance et la solidarité. De cette façon, les Burundis auront pris les mesures qu'il faut pour protéger la nouvelle génération, celle de la fin des années 1980, des affres de ce passé nauséabond. Cette génération qui n'a connu aucune responsabilité, ni de près, ni de loin, dans les crises du XXe siècle, pourra de cette façon prendre fermement en main son avenir en édifiant un Burundi de paix, un Burundi réconcilié, un Burundi à même de se faire un nom et de se tailler une place respectable dans le concert des nations. Profondément réconciliés entre eux, les Burundis se seront garantis un avenir de paix, de démocratie et de développement économique et social et durable. Pour cela, il faut que ce qui est incontestablement un génocide commis contre l'État burundais, contre les Bahutu du Burundi en 1972, mais aussi d'autres crimes contre l'humanité qui ont frappé des Burundis du groupe ethnique des Batutsi, soient désormais reconnus et commémorés par l'État et le peuple burundais dans son ensemble. Il faut mettre fin aux commémorations sectaires, sélectives et partisanes. Le peuple burundais dans son entièreté a souffert, certes à des degrés différents, du régime génocidaire installé au Burundi par le coup d'État du 28 novembre 1966. Les différentes souffrances doivent être intégrées dans les commémorations et les souvenirs qui s'organisent. Pour cela, il faudra avoir le courage de désigner les crimes que le pays a connus par leur nom. La Commission Vérité et Réconciliation devrait parvenir à servir au peuple burundais et à la communauté internationale avant la fin de l'année 2021, qui précède le 50e anniversaire de 72.
une relation des faits et leur qualification conforme à ce que les Burundis ont réellement vécu du 29 avril à la fin du mois de juillet 1972 et dans les prolongements qui ont suivi en 1973 et sous la Deuxième République. Dans la suite, le Parlement devra adopter, sur base du rapport de la Commission Vérité et Réconciliation, une résolution sur les événements de 1972. Il pourrait également voter une loi sur la qualification de ces événements, la date de commémoration nationale et les autres symboles à ériger pour un souvenir national, ainsi que le traitement judiciaire de toute forme de négationnisme et de manipulation du génocide des Bahutu du Burundi de 1972 et des crimes contre l'humanité dont des Batutsi ont été victimes. C'est une nécessité pour la paix, pour la réconciliation, pour l'harmonie et pour la concorde au Burundi. C'est également un geste attendu pour la consolidation de la paix et de la conscience dans la région des Grands Lacs. Je vous remercie.